Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La Meute. Vous l'aurez remarqué, on est dans un endroit un peu différent pour cet épisode-ci et les deux prochains, on est accueillis par la microbrasserie au Fou Brassant et on les remercie chaleureusement. Qui dit microbrasserie dit bière. Qui dit bière dit céréales. Qui dit céréales dit bouffe. Et qui dit bouffe pourrait dire en parallèle aussi le mot agriculture. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, d'agriculture. Dans cette émission-ci, dans le deuxième sujet, Marie-Amélie Dubé et Marianne Rainville vont se poser la question « Bien manger? Oui, mais à quel prix? » On revient avec la nouvelle qu'on a de poignée dans les dents, une chronique culturelle avec Benoît Ouellette et dans un instant, la discussion à propos de l'agriculture de proximité. Quelle place doit-on lui laisser? Ce sera avec François Gendron et Marianne Rainville, encore une fois. Bonne émission! Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette d'Ivierge. Comptez sur nous toute votre vie. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Pour cet épisode de La Meute, on parle d'agriculture, mais plus précisément d'agriculture de proximité dans ce premier sujet avec Marianne Rainville. Bonjour. Bonsoir. Et avec François Gendron. Bonsoir. Bonjour. Quelle place, si on commence tout de suite avec toi, François, quelle place devrait-on laisser à l'agriculture de proximité? Quelle drôle de question. Moi, tu es très audacieux dans tes liens, d'ailleurs, je le disais tantôt, là, les céréales puis tout ça. Avant de parler de la proximité de l'agriculture ou de l'assiette, je pense qu'il faut qu'on fasse un lien. D'abord, ce qu'on retrouve dans notre assiette, là, c'est dans la plus proximité de la conséquence de l'agriculture, bien, ça vient de quelque part, ça vient du sol brun que nos parents nous disent de ne pas manger. Donc, entre les deux, c'est passé quelque chose. C'est passé quoi? C'est passé l'agriculture, puis après ça, la transformation, puis c'est là que ça arrive dans nos assiettes. Donc, j'aimerais qu'on parle peut-être un petit peu de l'agriculture en commençant, parce que c'est un sujet que tout le monde a l'impression de connaître. Puis je ne veux pas être prétentieux, moi, je ne le connais pas vraiment. Je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas agronome, mais j'ai fait des recherches pour l'émission, évidemment. Puis, ce que je découvre, c'est que c'est très important, l'agriculture, dans notre société. En fait, c'est le plus vieux métier du monde. C'est pas celui que tout le monde pense. Le premier métier du monde, c'est celui d'agriculteur, parce que c'est celui aussi qui a fixé les populations. Ça, on sait tout. On ne montera pas jusqu'à la préhistoire. On va faire un petit raccourci. Dans une société comme celle dans laquelle on vit dans notre région, l'agriculture, elle n'a pas la même place qu'elle avait dans le temps, mais elle a modelé le territoire, par contre. Puis elle en modèle encore une partie, puis encore des enjeux que l'on vit, que peut-être qu'il y a beaucoup moins d'agriculteurs, mais la présence est très forte, puis on le sent très bien dans les enjeux politiques que c'est pas quelque chose qu'on peut laisser faire. Fait qu'on peut toujours se dire qu'est-ce qu'on voudrait manger à l'épicerie, mais il ne faut pas prendre le raccourci d'oublier que avant que ça arrive à l'épicerie, il y a quelqu'un qui a fallu qu'il le fasse quelque part. Aussi, peut-être pas à côté. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 33 % de la consommation alimentaire qui vient de la production agricole québécoise. Alors donc, ce qui veut dire qu'il y a 66 % de ce qu'on mange qui vient d'ailleurs. Et on a aujourd'hui une assiette qui est absolument mondialisée. Et moi qui ai déjà travaillé en agriculture, une des phrases que le chef économiste disait quand j'étais là-dedans, qui m'a toujours marqué, que j'ai gardé, c'est « Demain matin, au Canada, on ne produirait plus rien. Ça ne change rien dans l'offre des supermarchés. » Ils vont se revirer de bord en 24 heures, puis tout va être là. Puis moi qui est boulangère à Rivière-du-Loup, là, j'ouvre pas cette semaine, là, puis tout le monde va manger des toasts pour déjeuner pareil, il n'y a pas de problème. Et donc, à mon sens, l'agriculture de proximité, d'abord, c'est quelque chose qui actuellement occupe beaucoup dans le discours d'une certaine partie de la population, là. Mais ce qui est évident, la nomination même d'agriculture de proximité, c'est même pas les agriculteurs qui ont mis ça sur la table. C'est dans la foulée de la mondialisation des échanges économiques
où on a, pour la première fois dans les années 80, voulu inclure l'agriculture comme étant un bien qui pouvait se commercialiser mondialement. Et ça s'est passé dans une organisation qui s'appelait le GATT, qui a donné l'OMC. Donc, avant ça, les pays étaient tous très protecteurs de leur agriculture pour des raisons évidentes. On disait qu'il faut assurer la sécurité alimentaire des populations. Or, le commerce de l'agriculture et des aliments s'est à ce point développé qu'on a dit non, la grande entreprise est capable d'assurer l'alimentation de tout à chacun et on a voulu entrer ça dans les grands accords internationaux. Et d'ailleurs, on vient d'en signer un autre au Canada là, qui... Justement, aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans la foulée de la mondialisation de l'agriculture, il y a eu aussi une réaction à cela qui s'est appelée beaucoup l'agriculture de proximité et qui, elle, a été mise sur la table par les environnementalistes. Parce que dans le prix des aliments et dans le commerce des aliments, on ne considère jamais, entre autres, le transport des aliments. Alors donc, tu sais, 3 kiwis pour $1 là, rendu au consommateur, là, ça n'a pas de sens si vous pensez à l'effet ces gaz de serre, entre autres. Et moi, je m'amuse toujours à dire que la plus grande pollution agricole, n'est pas faite par l'agriculture, elle est faite par le transport. Bien, de fait, puis il est difficile, mais là, on a entendu une belle affirmation on pourrait arrêter de produire des légumes, des bœufs, n'importe quoi au Canada, puis se nourrir pareil, effectivement. Il y a bien des places où est-ce qu'ils n'ont même pas les terres, puis ils se nourrissent quand même. Le Japon est un exemple formidable. C'est un exemple parfait, en plus, ça fait longtemps qu'ils vivent comme ça. Puis dans une agriculture de très haut de gamme. Oui. Puis il y a eu une évolution. Puis là, on est passé vite. On n'est pas arrivé à la mondialisation comme ça. Puis quand on parle de l'idéologie qu'il y a après ça, tout, parce que l'agriculture est vue par les gens, mais qui ne la connaissent pas nécessairement. Donc, on fonctionne avec des images, des symboles, des stéréotypes. Puis là, bien, il y en a beaucoup. Puis quand le discours embarque là-dedans, tout le monde se met à parler de quelque chose qui n'est pas la réalité pantoute. Puis c'est sûr que la question de est-ce que c'est important pour qu'on puisse se nourrir ici, nous autres mêmes, dans le mode économique mondial, actuellement, ça devient une question secondaire. Mais est-ce que l'occupation du territoire, c'est une question secondaire? Ah, ça, c'est autre chose. Est-ce que l'entretien de tous ces kilomètres, ces milliers de kilomètres carrés de champs-là, ça a un rapport sur l'environnement? On appelle ça de la pollution diffuse. Si tu ne fais pas la bonne fertilisation, ça s'en va dans la rivière, puis après ça, c'est les poissons qui meurent. Bien là, à un moment donné, tu te ramasses dans l'océan avec des problèmes. Donc ça devient mondial. Mais là, ce que ça veut Et dire... ça, c'est un rôle de l'agriculteur qui est excessivement important. C'est le rôle de l'agriculture qui est excessivement encore important quand même dans l'occupation du territoire, puis est stratégique. On a parlé tantôt des paysages. C'est important, les paysages. Je comprends qu'il y a plein d'agricultures qui ont fait fermer des paysages dans les hautes terres qui sont maintenant en friche. C'est bien de valeur. Mais quand on se promène, pareil, on voit les champs, on voit toute cette... Il y a des gens qui actuellement se battent pour qu'il y ait des terres qui ne viennent pas en friche, à rien pour ne pas perdre les paysages. Mais moi, je dirais que l'agriculture, c'est comme la culture, finalement. C'est parce que ça peut être très englobant. Ouais. Comme ça peut être très petit. Hein? Il y a la culture faite par les artistes, je dirais il y a l'agriculture faite par les agriculteurs, mais l'agriculture, ça vous amène partout dans l'histoire, dans la géographie, dans l'environnement, dans la consommation et aussi dans la culture avec la gastronomie, dans les livres, la science. Donc, c'est un secteur extrêmement vaste et là où je partage absolument votre opinion, qui est la plupart du temps discutée par du monde qui ne connaissent rien à l'agriculture. C'est formidable. Mais là, est-ce que ça veut dire, cependant, parce que tu as commencé en mettant de l'avant une terminologie qui est un peu galvaudée, qui est un peu née d'un peu... Qui n'est pas galvaudée, qui est un concept qui n'a pas été inventé par les agriculteurs et par ceux et celles qui font des aliments, mais bien par ceux et celles qui, notamment, sont critiques de l'environnement. Mais en plus, ce qui est intéressant avec l'agriculture de proximité, quand on la met dans son paradoxe avec la mondialisation, c'est qu'elle est porteuse d'une utopie. C'est une utopie de penser qu'au 21e siècle, dans l'état actuel des choses, on va s'alimenter dans un rayon à l'intérieur de 100 km. En tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, je ne renonce pas à mon café le matin. Et à ce que je cherche, pas demain, la veille, qu'on va en faire. Mais c'est aussi une activité, l'agriculture de proximité, c'est aussi une agriculture marginale par rapport à la grande agriculture qui, au Québec, bon an, mal an, fait à peu près vivre 29 000 fermes, dont la moitié est gérée par des gens à temps partiel. C'est aussi ça qui fait... En tout cas, mais c'est donc une agriculture marginale dans l'agriculture, mais c'est aussi une agriculture qui souvent alimente
des gens qui ont un rapport marginal à l'assiette. C'est-à-dire que de se préoccuper, je prends un exemple, pas au hasard, mais je prends un exemple, d'être végétalien, mettons, puis de se préoccuper de cet assez marginal par rapport à la grande distribution alimentaire. Et bon. Mais ce qui est intéressant avec des concepts comme l'agriculture de proximité et d'autres, c'est que c'est toujours ces initiatives-là qui font pour l'agriculture et l'agroalimentaire la recherche et développement. Exemple, les microbrasseries au Québec ont redéployé les grandes brasseries. Les boulangeries artisanales ont redéployé la boulangerie, mais comme dans les années 70, on a vu apparaître des productions agricoles comme l'agneau, le chèvre pour le fromage. Hein, ça, c'était l'époque granola. Mais ils ont ramené des productions qui, aujourd'hui, sont passées. Hein, on est probablement le Québec le plus gros producteur de fromage de chèvre en Amérique du Nord et on est un excellent producteur d'agneau, particulièrement dans la région ici. Je pourrais continuer comme ça assez longtemps. Merci. On voit que c'est pas simple de parler de ces affaires-là. C'est holistique pas mal. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que là où tu réduis l'agriculture de proximité à la production agricole, François nous dit qu'il y a une valeur ajoutée, qu'il y a une valeur au niveau patrimonial, au niveau historique. Et j'en au ajoute, niveau puis ça sociétal. ajouté, parce Ben, qu'il y a moi, je suis aussi des d'accord champs totalement. excessivement porteurs, parce qu'on voit souvent l'agriculture comme un domaine plate. Ça se passe pas grand-chose. Cultiver de la terre, un tracteur, prout-prout. Hey, c'est un domaine où est-ce que la recherche-développement, là, il y en a, c'est hallucinant. D'ailleurs, en passant, si on veut parler de notre région, ici à Oui, Rivière-du-Loup, absolument. on a une entreprise ici qu'on nommera pas, on n'est pas là pour faire des plugs, mais qui est en train de faire une révolution des fertilisants, alors que normalement, on parle de pétrochimique en fertilisant, ou alors on parle d'agir sur les graines d'autres façons. On nommera pas personne, mais il y a quelqu'un qui est en train de préparer ici, pour la grandeur des champs, un apport qui travaille en fait par les champignons, mais qui améliore le rendement des plantes. Ça se passe à la Rivière-du-Loup, Mais dans une François, ce qui est multinationale qui est leader intéressant, mondial. ce qui est intéressant, c'est qu'on est aux deux extrêmes, parce qu'on a cette compagnie-là qui travaille sur les fertilisants et qui se mondialise et qui mondialise son expertise. Là. Puis on a aussi un semencier extraordinaire à Kamouraska, Absolument. qui lui aussi, Oui, tout à fait. qui travaille. Mais tu sais, moi, quand il dit mon instrument oratoire le plus important, c'est un tamis, là, Ouais. j'aime tellement ça, Non, mais entendre ça. Alors, il y a des choses comme ça. À la pocatière, Les là, deux ont besoin Un d'exister. à la fois, c'est en passant, là, c'est une science. Vous savez que la première école d'agriculture au Canada a été fondée à la Pocatière il y a 177 ans. La faculté de Laval, l'agriculture, ça a été fondé là aussi. Dans notre milieu, ici, dans notre région, il y a beaucoup de sciences agricoles. Et il y a beaucoup de revenus qui sont associés à ça aussi, de recherche. Il y a beaucoup... L'effet cascade de l'agriculture, on en a peu parlé, là. Parce que l'agriculteur, qui ne représente pas beaucoup, mais après ça, ce qu'il produit, il faut qu'il soit distribué, il faut qu'il soit transformé, il faut qu'il soit préparé, il faut qu'il soit servi. Il y a pas mal de monde qui travaille dans les épiceries, dans la restauration, dans la distribution. Ça, c'est lié aussi à l'agriculture. Pas nécessairement de manière automatique, là, comme c'était courroie de transmission à côté, mais l'agriculture est mondialisée. Donc, c'est quel créneau tu t'occupes maintenant. Puis dans ça, c'est sûr que dans le café, on risque pas de faire des gros succès, mais il y a des créneaux où est-ce que le Québec peut réussir particulièrement. Notre région, il y a des créneaux de production agricole. On a commencé par le sirop d'érable du Témiscouapta. C'est quand on est quand même le plus gros producteur au monde. Il y a même des variétés végétales qui ont avantage avec notre climat parce qu'ils sont juste entre les deux. Il y a moins de bébites qui viennent les manger, puis c'est pas trop frais pour qu'ils gèlent. En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Mais c'est bien important. En tout cas, ce qu'il raconte là, un des avantages, j'allais dire gratuits de l'agriculture au Québec, c'est qu'il y a l'hiver, qui notamment nous débarrasse des insectes et tout ça. Il y a d'autres problèmes. C'est pas bon pour le café. Mais tu sais, oui, c'est pas bon pour le café. Mais tantôt, pour en revenir à notre principale production au Québec, qui est le lait, et on a un petit peu parlé du dernier accord commercial, c'est fort intéressant de savoir que le plus gros producteur... Parce que tout est dans tout, hein? Fait que le plus gros producteur laitier actuellement au monde, c'est l'Australie. Et le plus gros transformateur laitier en Australie, c'est Saputo. Hey, c'est beau la mondialisation. Ça veut dire que même là, on réussit. Alors, il y a quelque chose qui est fort. Moi, je me dis, dans ce traité-là, qui vraisemblablement fait absolument pas l'affaire des producteurs laitiers du Canada et particulièrement du Québec, qui produit plus de 50 de la production laitière canadienne. Mais par ailleurs, je mettrais
petit peu, tu sais, je mettrais un 5 là-dessus, moi, que chez Saputo, ils sont bien contents du même traité. Et on parle du monde dans la même industrie. Juste un 5? Qui travaille. C'est pas assez pour Saputo, ils regarderont même pas. Elle n'a pas dit un 5 fois. Là, Non, j'ai juste dit un 5. C'est ça, ça peut être Est-ce 5. qu'il fallait qu'on dise citron? Ou... On aurait pu dire citron, oui, mais il y a plusieurs On autres parlera pas de exemples comme citron. ça. Mais là où ça devient intéressant, cependant, c'est là où on a des exemples comme ça, où on a une compagnie québécoise qui est en train de faire sa place sur le marché international, mais avec... Oui, où est-ce juste qu'on que ça commence? place. Ben absolument, mais où est-ce qu'on fait commence partie du et où marché. on arrête avec la terminologie proximité? Parce que là, on semble à chaque fois s'étendre, puis tu nous as mentionné que tout est dans tout, qui est une belle phrase qui passe partout, mais dans ce cas-ci, qui semble être le on cas. Mais pourrait par rester contre, simple, il y a des belles- par contre, l'agriculture de proximité, elle a un avantage que jamais l'agriculture mondialisée ou la grande agriculture et les grandes chaînes de distribution ne nous donneront pas. C'est la saveur et la fraîcheur. Et ça, quand on est un hédoniste, quand on est une gourmande comme moi, ça, là, ça n'a pas de prix. En tout cas, ça en a tout le temps un petit peu, là, mais ça... On en parlera dans la deuxième portion de l'émission. Et ça, c'est sa force. Et oui, il y a l'agriculture de proximité, il y a certaines choses qui peut faire. Les agriculteurs de proximité sont les seuls à pouvoir faire certaines productions. Et pour le plaisir des gourmands. Mais on est situé dans un marché, moi je dis quasiment que l'agriculture, je ne veux pas choquer personne, mais l'agriculture de proximité, c'est quasiment des musées. C'est-à-dire que c'est des gens qui présentent l'art de la table, mettons. On va dire ça comme ça. Ou du moins une tradition. Oui. Qui, elle, est Ben, pas juste bien une imbriquée tradition. dans notre histoire. Ouais. Quand on parle, tu es boulangère, tu le fais encore à la main, ton pain. En partie. En partie, mais en en partie. portion. Tu sais. Quand Donc, il n'y a pas d'électricité. C'est ça, quand il n'y a pas d'électricité, Disons qu'on est des vrais artisans. c'est vrai. Et ça, cependant, qu'on le veuille ou non, c'est une composante de l'agriculture de proximité. Ce lien-là avec des traditions... De l'alimentation de proximité. Oui, il y a- l'alimentation de proximité. Au Québec, depuis à peu près 5-6 ans, peut-être 10 ans, il y a un mouvement qui se répand, qui est les marchés publics dans Ouais, les villes. ouais. Il y a une association des marchés publics. Il y en a un, il y a des Oui. bel effort à Il y en a Rivière-du-Loup un là-dessus. dans le Kamourabi. Il y en a un à la Ça Pocatière aussi. permet à des agriculteurs qui décident de ne pas d'être dans le marginal dans le système, un peu, ouais. mais d'offrir à des gens proches ici des produits qu'ils ont fait. Puis il y en a un à la Pocatière aussi, puis j'ai connu un Le peu. Mouski, C'est ça, ça s'est répandu dans les 5-6 dernières années. Puis il y a une volonté d'ailleurs que ça se répande, l'association, en fait, la promotion. Puis Mais les villes en veulent beaucoup, beaucoup. Les villes en veulent. Puis l'intérêt de ça qu'on constate, parce que moi, c'est ce que je vois, j'en gère un là-bas, c'est les producteurs ne sont pas habitués de vendre directement aux gens. Ne puis à sont plus parler. habitués. Non, sont plus, ils l'ont perdu. Ne sont plus. Ne sont plus. Ne sont plus, merci. Mais maintenant, ils reprennent le goût à ça. Puis c'est de voir les dialogues entre les producteurs et les clients. Puis là, vous savez, mon air, je l'ai fait pousser comme ça, mais c'est mieux. C'est que, ah oui, puis est-ce que je pourrais... Oui, vous devriez... Et là, il se fait des belles choses en animation. Puis là, tu as du monde qui recommence à parler à du vrai monde, Oui, d'affaires aussi mais simples ça, que faire c'est pousser des des choses effets clémentines. collatéraux. Parce que dans la vraie vie, ça aussi, je vais mettre un 5 là-dessus, l'été au complet du marché public La Fontaine, l'été au complet, ne correspond pas aux ventes d'un samedi dans une des grandes surfaces. Ah, mais c'est de bien Rivière-du-Loup. sûr, oui. Alors, on est à parler, on est à parler de mise en marché très locale, très spécifique pour un groupe de citoyens qui est prêt à se donner le trouble Bien sûr, de... mais mon point, Marianne, c'est que ça n'existait pas il y a 6-7 ans, puis là, ça se reproduit, Ah, puis mais c'est une ça- belle ça- oui, expérience oui, ça fait une qui est en vingtaine train d'années. de fleurir un peu, Oui. puis je trouve que c'est le fun. Ah oui, parce que comme ça les paniers. Ça ramène un dialogue, puis moi, ce que j'aime pas, c'est le dialogue de sourds. C'est quand tu as plein de monde qui parle de l'agriculture d'un bord, puis plein d'agriculteurs qui parlent du reste du monde de l'autre bord. Tu as l'expérience des paniers qui C'est ça, amène... on vient de m'échapper, là, de Montréal. De toute façon, c'est pas Les grave. paniers. Les noms, on les nomme pas ici, on fait pas de plus. Mais nos équiteurs, Voilà. nos amis équiteurs qui ont Ouais. repris ce concept-là d'Europe puis qui l'ont bien développé au Québec, puis il y a des régions où ça marche très, très bien. Mais un des problèmes Ils font découvrir de nouveaux produits Ben souvent oui, aussi. absolument. Puis, mais moi, j'en suis juste à dire que l'agriculture de proximité, c'est une agriculture qui nourrit l'élite. Bon, ouais, bon. Une élite intellectuelle, une élite Idéologique. culturelle, une élite Culinaire. Ah ouais. culinaire. C'est un Mais choix politique, pas on l'a dit c'est pas tantôt. l'alimentation de masse. Là. C'est un choix politique, en fait, plus qu'autre chose.
Eh Que bien, c'est un choix de vie, c'est sûr. ça, c'est certain. Ouais, ouais. Mais est-ce que ça vaudra la peine, peut-être, dans le futur, de la promouvoir parce qu'elle recèle justement de belles qualités? Ça, on devra peut-être en parler une prochaine fois parce que le temps s'est déjà écoulé pour ce premier segment sur l'agriculture de proximité. Dans un instant, le segment La nouvelle qu'on a de pogner dans les dents. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Et c'est maintenant le temps du segment La nouvelle qu'on a de pogner dans les dents. Une nouvelle qui, selon les panélistes et moi-même, devrait mériter plus d'attention. Et on commence avec toi, Marie-Amélie. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Excellent. Alors, dis-moi donc, qu'est-ce que tu as choisi comme nouvelle pour ce segment-ci? La semaine dernière, je suis tombée sur un article du Devoir qui relatait les impacts indirects des coupures dans le système d'éducation. Et plusieurs diffuseurs à travers le Québec relataient le fait qu'actuellement, à pareille date, l'an passé, il y avait 50% plus d'inscriptions dans les sorties scolaires dans le milieu culturel que cette année. Je me questionne, le développement des publics, c'est vraiment très à la mode, c'est très important, l'innovation, trouver comment amener les jeunes à fréquenter les lieux culturels, à développer une nouvelle vision de ce qu'est la culture, à comprendre quels sont les codes. Et j'appuie totalement la décision du corps enseignant et de couper les sorties culturelles. Mais je me questionne comment François Blais fait pour accepter ça? Comment on peut cautionner un impact comme ça sur le milieu culturel? Oui, le milieu de l'éducation est en crise, mais pas seulement le milieu de l'éducation. Et ces décisions-là ont un impact. Ils vont avoir un impact à court, moyen et long terme sur le dynamisme culturel de la population. Ici même, à Rivière-du-Loup, par les années passées, il y avait près de 10 sorties culturelles. Cette année, lors des tables sectorielles qu'on a eues dernièrement, le diffuseur de Rivière-du-Loup en spectacle nous disait que cette année, il n'y en aura aucune. Donc voilà. Voilà, une nouvelle qui mérite plus d'attention. Oui. De ton côté, François, tu y vas avec une touche peut-être un peu plus légère, quand même une grosse nouvelle. Mais de c'est la pas léger semaine du dernière. tout, c'est quelque chose qui change notre vision du monde à tous, je pense. Oui. Écoutez, je vais vous parler de Mars. Parlons de Mars. Pas la barre de chocolat. La cette fois-ci. planète, La planète. planète Mars, elle occupe quand même nos pensées depuis longtemps, Mars. C'est vrai. Hein, ça fait longtemps qu'on en parle. Vous connaissez tous des Martiens. Oui. Hein? Combien vous connaissez de Sélène? Ça, c'est la Lune, hein? On n'en connaît pas tant que ça, des Sélènes, hein? Puis Non. des Vénusiens. Non. Jamais. très Pourtant, peu. des Martiens, on en connaît tous. Voilà. vrai. Mars est excessivement important. Mars, l'astrologie s'est occupée de Mars depuis longtemps. Mars a une personnalité. On sait que c'est le dieu de la guerre, hein? Mais c'est une personnalité mâle, virile, ferme. C'est pas Vénus, là. Vénus, c'est accueillant, ça a l'air tout doux. Pas Mars, c'est un. T'sais. Ah oui. Bon. Mars, c'est là. C'est solide, Mars. C'est Ouais, ouais. solide, La tu planète vas rouge. sûr. Rouge, C'est une couleur sec, c'est masculine. dur, c'est bon. Oui. Ben non, On te suit. c'est fini. C'est plus vrai. Parce que là, ça fait longtemps qu'on fantasme sur ça aussi, sur les Martiens et sur l'eau sur Mars. Même qu'on pensait avant qu'il y avait des Martiens parce qu'on voyait des canaux. Fait qu'il y avait des canaux, donc il y avait du monde qui devait creuser. C'était de là que viennent les Martiens, d'ailleurs, en Des passant. canaux? Ben oui, les canaux. Les canaux? Non, les canaux pour faire circuler l'eau qu'il n'y a pas, en Ah, fait. OK, ben oui. Puis, Donc, puis pas de les, canaux, les pas- Martiens qui n'en ont pas fait parce que c'était pas eux. En tout cas, c'est pas des canaux. On revient à Mars Oui. puis à l'eau. Les Non, canaux, non. on pensait qu'il y avait des canaux, c'était pas ça, puis c'était pas des Martiens qui en avaient fait. On est allé sur Mars, ça fait un bout, pas personne de nous, là, mais ils ont envoyé des machines, là, avec des pattes comme ça, puis pour voir qu'est-ce qui se passait sur Mars. Puis là, ils ont cherché de l'eau, hein, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Hein, on n'oublie pas ça, l'eau, c'est la vie. Non, oui, C'est important. Pas la bière, c'est l'eau. Non, l'eau. Oui. Je devrais en boire un petit peu, ça me ferait... OK. Donc, ils ont trouvé de l'eau sur Mars. Oui.
C'est ça qui s'est passé. Puis ça fait pas longtemps, là. Puis il avait trouvé des traces dans des roches qu'il y en avait eu avant, peut-être. Mais là, ils ont-tu trouvé qu'il y a un ruisselle sur les bords internes de crevasses à cause de petits sels minéraux qui font que ça abaisse la pression à laquelle l'eau s'évapore, puis celle qui était partie dans l'espace, bien, elle est restée là. Donc maintenant, il y a de l'eau sur Mars, on le sait. Il y avait du monde qui se demandait s'il y a des humains qui allaient aller sur Mars. La question maintenant, moi je mets un 5, le même 5 de tantôt de Anne-Marie. On se connaît. Marianne, là, je le mets là-dessus parce que là maintenant, je suis certain qu'il y a des humains qui vont aller sur Mars, parce que maintenant, Mars a changé de sexe, elle est rendue féminine. Pourquoi est-ce qu'elle est rendue féminine? Parce qu'il y a de l'eau dessus, parce qu'elle est humide et parce qu'elle est accueillante et elle peut être maintenant fertile. C'est tout ça qui a changé. Mars a changé de sexe. C'est vrai. C'est quand même dramatique, je trouve. Auparavant, pour les gars, là, c'est terrible. Ouais. Nous autres, on perd tout notre dieu, notre idéal, Mars, qui était ce dieu viril avec des muscles, maintenant, peut-être deviendra une deuxième Terre. C'est ça. Voilà. Alors, l'astronomie n'arrête pas de nous décevoir. On a perdu Pluton l'autre fois. Pluton, on l'a perdu. Mais il est revenu. En tout cas, Mars a changé de sexe, c'est ce que je vais vous raconter. Parfait. C'était la nouvelle qu'on a de pogner dans les dents de François Gendron. Vous aurez évidemment le choix de faire votre propre opinion sur la présence du cerf de liquide sur Mars. Bon, peu importe quel liquide, ça, on en parlera probablement dans 50, 60 ans. De mon côté, une nouvelle aussi plus positive, c'était la fin d'une très belle œuvre qui était à Saint-Pacon, qui s'appelait L'été en hiver, qui était un chat et un poisson de taille démesurée qui était sur le long de la pente de ski. Donc c'était beau. C'était d'une beauté incroyable. Beauté émouvante. Absolument. Et le but aussi, c'était justement de remettre en question peut-être la survie du centre de ski de Saint-Pacon. Oui. Et là, ça, c'est important. Voilà. Et on en a parlé partout au Québec de cette œuvre-là. Moi, je me suis pris à la regarder, puis même à faire des détours sur l'autoroute pour aller la voir à quelques reprises, tellement je la trouvais intéressante. Et là où ça devient très intéressant aussi, encore une fois, c'est de constater que parfois des œuvres n'ont pas besoin d'être terriblement complexes. Parfois, des œuvres n'ont pas besoin d'être tirées à quatre épingles pour réellement passer un message. Et le message de cette œuvre-là, c'est lorsque l'on prend le temps de prendre un peu de recul, de regarder notre paysage, de regarder notre réalité, de regarder nos défis, ben notre région a beaucoup à nous offrir. Un paysage incroyable, des ressources intéressantes, des lieux de villégiature, du beau monde, absolument, de divertissement. Disons ça plutôt que villégiature, et plein de beau monde. Et cette œuvre-là aura réussi à captiver l'intérêt des passants, mais l'intérêt des gens d'ici pendant un été au complet. Et ça, en soi, c'est tout de même une victoire. Ah voilà, c'était ma nouvelle poignée dans les dents, puisque cette œuvre-là va disparaître au cours des prochains jours, dépendamment de quand est-ce que vous écoutez l'émission. Alors, c'est déjà tout. Et dans un instant, le deuxième sujet, où on se pose la question, bien manger, oui, mais à quel prix, avec Marie-Amélie Dubé et Marianne Rainville qui revient se joindre à nous. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Pour le deuxième sujet de cet épisode de La Meute, on se pose la question, bien manger, oui, mais à quel prix? Et pour en parler, j'ai Marianne Rainville et Marie-Amélie Dubé. On va tout de suite commencer avec toi, Marie-Amélie, qui a une définition, ou du moins thème qu'on dise de toi que tu es une épicurienne. Pour toi, c'est quoi bien manger? Tout d'abord, je reviens à ta question première, qui est manger à quel prix? Manger local, mais à quel prix? Pour moi, c'est pas une question de prix, de manger local. Pour moi, c'est vraiment plus un mode de vie, un mode de pensée, une façon d'occuper mon territoire puis d'être fière de participer à l'économie de ce territoire-là. Pour moi, bien manger, c'est certain que c'est manger des produits frais, des produits locaux. C'est certain que pour moi, partir une journée, aller à la boulangerie, aller à la poissonnerie,
aller au marché local. Pour moi, c'est aussi une activité. C'est pas une tâche, c'est pas une corvée pour moi. Alors que pour quelqu'un qui a une famille, ils vont faire leur épicerie dans une toute autre réalité qui est beaucoup moins bucolique que la mienne. Ils gambadent un peu moins, là. À mon avis. Donc, c'est certain que ma réalité n'est pas pas la réalité de la majorité des familles ou des gens qui occupent le Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup. Mais pour moi, c'est un plaisir du quotidien de bien manger, autant au déjeuner, au dîner et au souper. Puis, je me questionnais d'ailleurs en préparant la discussion de ce soir, à savoir qu'est-ce que les gens qui sont autour de moi ont mangé aujourd'hui. Et je me permettrais de vous le demander. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes locavore, vous aussi? Ou Ben, moi, j'ai mangé des toasts. J'ai mangé... Oui, des toasts. Non, on ne veut de pas où? savoir des toasts. Oui, c'est ça, d'où le vin. Le beurre d'arachide était hautement croustillant. Ben, moi, et- j'ai mangé les œufs de mes poules au C'est bien déjeuner. de l'aider, oui. Moi, j'ai mangé les œufs de mes poules sur du pain de Bis-la-Boulange. Alors, mettons Oui, mais que c'est c'était pratique. assez local. T'as un inside, toi, là. T'es capable, là. C'est trop facile. Moi, je peux pas aller chercher du pain. Non, c'est sûr. en bas, Mais d'ailleurs, la question de bien manger, mais à quel prix, c'est une question au cœur de la problématique de l'alimentation. Oui. Parce que la plupart des études démontrent que c'est le premier budget qu'on resserre quand on a des difficultés économiques. Et parce que c'est un budget qui, soi-disant, est compressible. Mais qu'est-ce qu'on compresse? Hein, on comprend, parce qu'on sait aussi que les personnes plus démunies sont souvent des gens qui ont justement une alimentation déficiente, qui amènent plein de maladies, que ce soit des maladies liées au fait d'une alimentation pas assez diversifiée ou pas assez riche en vitamines, ou etc. Mais donc, la question de bien manger à quel prix, c'est une question qui est extrêmement liée à nos modes de vie. Parce que moi aussi, en préparant le sujet, tu sais, je me suis dit, entre autres, que moi, mon légume préféré, c'est probablement la pomme de terre. Or, c'est le légume en Amérique. C'est le légume de l'Amérique. Et c'est un légume qui doit se décliner en 500-600 variétés possibles. Puis, tu sais, je pourrais... se mange à l'année en plus. Oui, puis qui se gardent, puis tout ça. Tu sais, mais il y a des gens qui sont un peu plus olé dans leur... ou en tout cas, qui aiment des choses dans leur choix. Topinambour. Oui, mais le topinambour, ça Ça serait pas si pire. Puis en plus, c'est pas si... En tout cas, c'est assez facile à conserver. Oui, mais... tu sais, puis j'essaie... Moi, c'est un de mes plats favoris, là, c'est de la purée de pommes de terre. Tu sais, fait que donc, je suis pas trop écouteux, mettons. Tu sais, il y a du monde que leur plat favori, c'est les crevettes géantes. C'est déjà un autre type de... Mais la question, donc, la question bien manger, mais à quel prix, ça m'apparaît aussi être une question qui n'est pas gérable de la même façon par tout le monde. D'abord, on n'a pas toutes les mêmes réalités économiques, on n'a pas tout le même environnement social. Mais aussi, on ne sait pas toujours bien magasiner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je vais prendre des exemples dont je suis certaine. Là. C'est très souvent, moi, les gens comparent le prix de la baguette chez nous au prix de la baguette en grande surface, mais ils ne comparent jamais les poids. Ni les ingrédients qui sont Ni les utilisés ingrédients. d'un produit à l'autre. C'est ça. Et donc, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer non plus... On ne peut pas comparer. Tu sais, bon, je vais prendre un autre aliment sur lequel souvent ça me choque. On trouve, à tous les printemps, on entend des gens dire que le sirop d'érable, c'est pas abordable. C'est assez rare qu'on entend des gens dire que la caisse de 24 n'est pas abordable. Puis encore plus rare d'entendre quelqu'un dire que son 750 millilitres de vin était très cher. Et il y a même des amateurs qui ne sont pas nécessairement obligés d'être riches, qui, pour un bon Bourgogne ou un bon Bordeaux, vont dépenser facilement le prix d'un gallon de sirop d'érable. Mais c'est toujours le sirop d'érable qui est trop cher. Et donc, moi, je me dis de quoi on parle. Et manger à quel prix, comme je disais aussi à quelqu'un aujourd'hui en préparant l'émission, moi, je n'ai pas les moyens d'aller dans les fast-food, c'est ben trop cher. Mais ça, on n'en parle jamais. Parce qu'on voit l'annonce publicitaire et qui nous propose quelque chose qui ne nous convient jamais. Hein? Quand vous allez choisissez n'importe quel fast-food, vous ne prenez jamais ce qu'ils vous proposent qui n'est pas cher ou à peu près. Et finalement, vous sortez de là avec une facture qui peut être assez salée, puis en plus, avec une nourriture qui contient probablement pas ce que vous aviez besoin pour survivre. Alors, de quoi on parle quand on parle de bien manger et à quel prix?
Mais supposons qu'on parle de diversité, on le mentionnait un peu plus tôt, le caractère typique du Québec et du reste du Canada, c'est qu'on doit subir les contre-coups de l'hiver, les contre-coups du froid, contrairement à d'autres lieux où, à l'année longue, en Californie, on pourrait toujours avoir accès aux mêmes légumes, aux mêmes fruits, sur une base... c'est même pas le plus bel exemple. L'Australie est un plus bel exemple. Ils ont un climat parfait, où 12 mois par année, tout pousse, bon, etc. Là. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on dit, oui, bien manger, supposons qu'on prend l'approche je veux manger local, mais qu'arrivé le mois de novembre, ben, on doit faire pitance, ou bien comment est-ce qu'on réussit à s'adapter? Je pense que ça nécessite aussi beaucoup d'organisation de vouloir bien manger à l'année aussi. Parce que souvent, on va avoir à faire peut-être des conserves, on va avoir à congeler, donc à organiser notre menu, notre frigidaire en conséquence de cette philosophie-là puis de ce désir-là. Donc, je pense que c'est réaliste, c'est faisable. Il y a aussi d'autres... Oui, je conserve. Elle conserve. Elle conserve. Je conserve et je me conserve. Elle se conserve également. Vous conservez. J'ai aussi un jardin parce que pour moi, c'est important aussi d'être autonome, de viser une autonomie alimentaire aussi, même si je sais que ce n'est pas possible à 100% et que j'ai besoin de citron et d'ananas et de café, moi aussi, tous les jours. Mais on convient là, que c'est un engagement, je dirais, et culturel, et politique, et social, mais c'est pas ça pour la plupart, c'est pas ça pour la très vaste majorité des gens. La plus grande preuve, c'est que la plus grande partie de l'alimentation de nos concitoyens, c'est une alimentation qui n'est même pas produite au Québec. Là. 66% de ce qu'on mange n'est pas produit chez nous. On va acheter des produits transformés dans les grands centres. Puis on sait que de plus en plus, si on prend... On doit être rendu à 35-36% des repas qui sont pris en restauration, absolument. Mais on est très, très loin à moins d'aller dans des tables absolument spécifiques. Dès que vous allez au restaurant, vous êtes encore plus loin d'une agriculture de proximité. On dit de plus en plus des générations là, qui ont moins les cheveux blancs que moi, que la cuisine, c'est maintenant une activité de loisir, c'est plus une activité qui fonde la quotidienneté. Non. Donc, c'est plus alimentaire, qui est vraiment plus dans le loisivité. Et nous, quand on parle ensemble de bouffe, on ne parle pas de ce que beaucoup de gens font, qui est de s'alimenter, c'est-à-dire de mettre du gaz dans la machine pour qu'elle vire. Mm-hmm. Et il y a plein de gens pour qui le rapport... Et on n'a pas à juger ça. Et d'ailleurs, il y a même des lieux où moi, je trouve qu'on devrait prioriser ça. Moi, je ne comprends pas, notamment, comment on alimente le monde dans les hôpitaux puis dans l'ensemble des institutions. Je ne comprends pas. Parce qu'on fait des choix qui sont très, très économiques, alors qu'on est là pour faire des choix santé. Et moi, je regarde... Qu'on devrait être là pour faire des choix santé. À la limite, moi, je me dis que quand on est en état de maladie et éventuellement de guérison, ce qu'on souhaite, on devrait nous fournir une alimentation qui nous permet d'aller vers une guérison. Et c'est clair que ça ne peut pas être constitué d'aliments surbouillis, surcuits, etc., etc. Et, bon, tu sais, il reste quand même que le consommateur a le choix du restaurant où il va aller. Et il y a aussi le choix, on a de plus en plus de restaurants qui proposent une alimentation locale, une alimentation santé. C'est certain que dans l'assiette, on n'a pas des produits qui sont à 100% locaux, parce que si tous les restaurants faisaient ça, les producteurs ne fourniraient pas de toute façon. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est très saisonnier dans notre Québec, les produits frais, c'est beaucoup l'été, printemps, été, automne. Donc, on est limité à cette saisonnalité-là. Mais on a la chance d'avoir le Kamouraska à côté, qui est vraiment une corne d'abondance. Puis ici aussi, dans Rivière-du-Loup. Donc, on a accès à... Moi, il y a une chose sur laquelle je veux absolument insister quand on parle de la diversité du Kamouraska, puis d'ici, puis tout ça. Une des choses qui m'agace beaucoup, c'est le partage de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, là, c'est ce que chacun met de plus entre la production puis le consommateur. La valeur ajoutée. Ben, c'est ça. Et ce n'est pas typique à notre région, je dirais, tout l'Occident est comme ça. Les agriculteurs qui font justement de la proximité, qui commercialisent, souvent qui font des produits de spécialité,
en général, ils gardent 100% de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'à la ferme, où pratiquement, ils vendent le prix qu'on aurait en grande distribution. Et moi, ça me vexe beaucoup. Ça me vexe comme consommatrice, mais en plus, c'est que je trouve qu'ils se tirent dans le pied. Parce que s'il y avait un partage de la chaîne de valeur, ça permettrait à plus de gens de consommer ce type de produit-là. Absolument. Et ce que je dis là, ça va jusqu'à... Parce que je vends un peu de fromage, ça va jusqu'à me rendre compte qu'à la ferme, il y a des producteurs dont je tiens les fromages qui les vendent plus cher à la ferme que moi. Donc, depuis ce temps-là, je comprends très, très bien c'est quoi la chaîne de valeur. Quand on parle des gens, par exemple, qui s'investissent dans les paniers et l'agriculture soutenue par la communauté, bien, on ne peut pas avancer de l'argent à des producteurs pour les aider à mettre en production, puis par ailleurs, qui gardent 100% de la chaîne. Et là, il y a quelque chose qui m'apparaît, et moi, je persiste, même si je suis marchande d'une certaine façon, je persiste à croire que le juste prix existe, puis je persiste aussi à croire que c'est pas parce qu'on est petit qu'on est moins capitaliste. Mais là, c'est surtout indicateur d'un système qui, pour l'instant, ne rémunère pas, mais ne récompense pas suffisamment les agriculteurs. Donc, s'ils veulent réussir à aller chercher réellement une bonne s'ils font survie, toute leur mise à marché à la ferme, là, c'est eux autres qui décident tout le temps, là. oui, c'est eux qui décident. Mais si le système était plus ouvert, puis il y avait une plus grande valorisation et qu'on dépassait justement oui, mais quand tu prends toute toute la chaîne, là, dans la chaîne, là, il y a des intervenants qui, à chaque fois, prennent un petit morceau de profit. Puis quand tu le gardes 100% pour toi à la production première, là, ça ne peut être que payant. Hein? Oui. Et tu ne partages pas avec l'acheteur. Et où la solidarité, là? Alors qu'on entend tellement de producteurs nous appeler à une solidarité, mais il faudrait qu'ils en manifestent drôle, hein? Aussi. Je n'avais jamais pensé à ça. Non, mais moi, je suis vraiment naïve parce que jamais je vais aller vérifier ce que j'ai payé au marché versus le même produit dans un supermarché. Non, oui, mais moi, je ne parle même pas de faire ça, là. Je parle même pas de faire ça. Si, quand tu arrives chez un producteur fromager, on te vend le fromage au même prix qu'à une fromagerie au détail, c'est clair qu'il a gardé toute la chaîne de valeur. Absolument. Et moi, je pense... C'est ajouter la cote des intermédiaires pour ça mettre d'impôt. Mais oui. Puis il n'a pas partagé avec son consommateur. C'est dommage. Donc, il y a un retour d'ascenseur qui doit être fait. Il faut que ce soit valorisé des deux côtés. Oui. Mais là, il y a un point que vous avez ressorti, cependant, qui m'intéresse un peu, de dire que bien manger, ça passe justement avec un rapport avec la nourriture qui est plus approfondi, qui est plus... Bon, pas hédoniste, pas épicuriste, mais... lorsque vous mentionnez justement... Plus gourmand. Moi, j'aime beaucoup l'expression. Est-ce que ça veut dire que si je ne suis pas gourmand, je ne peux pas bien manger ou je me coupe de la bonne habitude de faire de la nourriture chez nous, je me coupe de la bonne habitude de bien magasiner? Est-ce qu'il faut absolument que j'aie ce rapport-là avec la nourriture? En tout cas, la gourmandise, ça a l'avantage de donner un petit woomph à tes intérêts. C'est-à-dire que c'est comme... ça aide, si tu veux danser, d'avoir un peu de rythme. Donc, si tu es gourmand, ça aide, ça donne la motivation un petit peu, tu sais. Je pense que c'est une question de contexte aussi beaucoup, puis de temps. Je veux dire, quand on se prépare un bon plat, on va s'être peut-être documenté avant, on va avoir lu des recettes, on va avoir consommé des émissions d'alimentation. C'est comme inscrit dans une culture alimentaire, de curiosité alimentaire, de nouvelles chimies alimentaires. Et ça, je pense, c'est une curiosité, puis ça va avec la gourmandise. Moi, c'est comme ça que ça se vit chez moi, tu sais, puis je vais cuisiner, puis ça va être une activité en soi. Ça ne sera pas dans le but de seulement me nourrir, tu sais. Mais c'est hautement spécifique, ça. Là, tu es en train de décrire justement un processus de recherche il y a le jeu, mais il y a une élite, élite gourmande, comme il y a des élites il y a des passionnés de gourmandise, comme il y a des passionnés de sport, là. Moi, je pense que je joue pas mal bien au hockey en cuisine. C'est une belle manière de le dire. Mais ça même que je dirais que j'envoie la POC dans la gaule assez souvent. Mais si on parle d'une élite, cependant, il y a un problème à ce niveau-là. Si on veut avoir une consommation locale qui est plus efficace, qui est plus rentable, qui est plus répandue, est-ce qu'il faut réellement mettre beaucoup d'énergie dans le partage de cette passion-là? Ou comment est-ce qu'on fait? Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même c'est de plus en plus populaire, cette culture-là. Il y a de plus en plus d'émissions de cuisine à la télévision, des revues, des magazines. Mais on cuisine pas plus, puis on mange pas mieux.
Parce que si on cuisinait plus puis on mangeait mieux, il n'y aurait pas autant de mets préparés en grande surface. Puis les fast-foods ne seraient pas situés autour des polyvalentes puis que ça prend des chemins d'aménagement urbain pour les éloigner de nos adolescents. Et s'il y avait une conscience supérieure à ce que c'est bien manger au niveau de la santé, on endiguerait des problèmes de santé comme le diabète puis le cholestérol. Donc, c'est beaucoup de là. Il y a aussi, par rapport à l'assiette, je dirais, il y a une réalité fantasmatique. Il y a ce que les gens font vraiment, puis il y a ce qu'ils rêvent de faire. Et là, il y a des univers là-dedans. Et moi, personnellement, j'ai découvert à quel point c'est fou, là, depuis que je suis boulangère. Il faut voir les habitudes des gens et tout ce qu'on met dans la nourriture, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça en a, là, dans le sens qu'on met... les odeurs, on sait par exemple maintenant en marketing que les odeurs font vendre, puis les commerces, puis l'odeur qui fait le plus vendre, il paraîtrait, c'est l'odeur du pain. Absolument. Mais donc, et on sait aussi que les odeurs peuvent être apaisantes, on sait aussi que les goûts, que ci, que ça. Donc, et les gens investissent cette réalité de la table avec toutes sortes d'émotions. Et l'autre chose que je veux conclure là-dessus, une des choses qui m'exaspère au possible, c'est que tous les grands chefs du monde, quand ils donnent une entrevue, finissent toujours par dire que c'est le mec qui les apprend à manger. Et je trouve qu'il pourrait peut-être y avoir des fois d'autres influences. Puis moi, je connais quelques mères que j'espère qu'ils n'ont pas influencé les enfants parce que c'était vraiment pas bon. Mais, cependant, la nourriture, et quand on parle de passion, quand on parle de bonnes habitudes, c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Moi, la vaste majorité, pas tous, mais la vaste majorité des personnes que j'ai rencontrées qui avaient un rapport privilégié, qui étaient prêts à investir le temps, qui aiment ça être dans la cuisine, c'est ceux qui ont grandi dans la cuisine. Et il y a quelque chose à faire au niveau de cette éducation. Oui, c'est vrai, mais par ailleurs, l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que les gens qui ont eu des mauvaises habitudes et des mauvaises expériences, ils restent collés avec. Et quand, par exemple, on est habitué à une cuisine sursalée ou sursucrée, c'est une catastrophe aujourd'hui, l'usage du sucre et du sel, puis notamment largement diffusé par la cuisine préparée, qu'elle soit en restaurant ou en grande surface, parce qu'on a socialement brisé un des sens de l'humanité. Eh bien, Marie-Émilie, Marianne, merci beaucoup. Bien manger, oui, c'est certain. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour ça. Mais à quel prix? Il faudra probablement élargir un peu plus au cours des prochaines journées, qui c'est peut-être des prochaines saisons de la Meute pour savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête. Tout de suite après, la chronique culturelle avec Benoît Ouellette. Cet épisode de la Meute vous est présenté par Côté Ouellette Tivierge. Comptez sur nous toute votre vie. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. À la Meute, on parle de culture, majoritairement en format de chronique. Et pour cet épisode, on se tourne drastiquement vers Benoît Ouellette. Bonjour, Benoît. Salut Mathieu. De quoi nous parles-tu dans cet épisode de la Meute? Écoute, je vais parler de beaucoup de choses. En fait, je vais commencer en continuant un peu ma chronique de la dernière fois. Bon, je sais, vous vous dites, mon Dieu, c'était tellement vague son sujet, mais on va préciser là, de plus en plus, OK? Je suis tout oui. Oui, je te sens tout oui, Mathieu. Je suis très heureux. En fait, merci de m'avoir invité. Je pensais que je t'étais... J'avais pas le choix. Mis dehors. OK, c'est bon. Donc, la dernière fois, j'ai fini en disant, en invitant les gens à consommer de la culture, en disant que plus on en consomme, plus on est satisfait. Oui. Si les gens ne comprennent pas de quoi je parle, qu'ils aillent voir ma chronique culturelle, épisode 2, OK? Qui deviendra un classique. Qui deviendra un classique, sans doute. Donc, en fait, mais souvent, j'invite les gens à consommer de la culture, mais souvent, on a un petit frein. Quel est ce frein? C'est qu'il y a une croyance populaire qui dit que la culture est un luxe. C'est vrai. C'est vrai, hein? L'autre jour, je me promène dans la rue, un passant me crie par la tête, la culture est un luxe. Ça m'arrive tellement souvent par semaine, tu n'as pas idée. Ouais. Mais donc oui, c'est ça, la culture est un luxe, mais je crois que c'est une croyance qui est fausse. Et nous autres, on pense que c'est un luxe
commun, donc dans notre communauté, donc un luxe à se payer ensemble, et un luxe individuel aussi, OK? Donc, voilà. Donc, du côté collectif, c'est un luxe parce que, admettons que je dis, moi, j'ai 100 000 $ pour un projet. Mon Dieu, veux-tu m'en donner un peu ou t'es tout obligé Non, de mais dépenser tout en même place? regarde bien ça. Ok. Je donne 100 000 $ dans un projet culturel. Oh, première réaction. Mais pourquoi on met pas ça dans les rues? C'est vrai? Boucher les trous? Comment tu traites ta culture sans rue? Hein? Pourquoi on fait pas ça? Mais parce que si on bouche... Moi, ma réponse à ça... Oui, si- réponds-moi. Si on met 100 000 $ pour boucher les rues, ceux qui en profitent, c'est les voitures. C'est vrai. Hein? Qui vont durer plus longtemps. Et peut-être que même, nous, notre fessier va absorber moins de choc, donc moins de contraction du fessier, et donc un cul mou. Donc, personnellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un cul mou. Je t'avais OK? tellement pas vu venir avec ça. Donc, cependant, si on le met dans un projet culturel, Voilà. dans un Oh. projet culturel, ben, on va aller voir quelque chose qui va nous ouvrir l'esprit, qui va nous faire réfléchir, qui va nous rendre plus intelligents. Donc, personnellement, je vais gagner de l'intelligence. Et un popotin plus raffermi. Oui, parce que on gigote un petit peu des Voilà. fois en se questionnant. Donc, je pense que le choix est assez clair. Là. 100 000 $, on le met où? Dans la culture. Bon, écoutez, c'est grossier, là, mais c'est quand même bien illustré, je pense, pour qu'on comprenne bien. Et du côté personnel, OK, là, on parlait du côté collectif, bon, Oui. on a 100 000 $, mais côté personnel aussi, on dit que c'est des gens qui ont les moyens. OK? Donc, c'est un luxe, c'est des gens qui ont les moyens, qui sont dans des centres urbains, qui sont capables de se payer de la culture. Souvent, on dit, bon, c'est des gens qui vont faire des voyages, par exemple, qui ont des vies tellement occupées, puis qui font leur compte, puis qui se cassent la tête à longueur de journée, puis le soir, ils veulent s'asseoir et se divertir. Mettre la switch à off, floc. Voilà, je vais payer pour que je ne pense plus à rien du tout. N'est-ce pas? C'est On un entend stéréotype ça. très construit. Oui, Il y en on a entend ça plusieurs. beaucoup. Ils ont même une association. Oui. Des gens urbains, consommateurs de culture, mais trop occupés, donc qui écoutent des trucs sur Netflix les Ben vendredis oui, soirs. c'est ça. Je la connais pas, mais ça m'intéresse. Ils sont 44. Puis, mais en fait, moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a dans cette croyance-là, en fait, que les gens, c'est ce qu'ils veulent, de toute façon, être divertis. Parce que c'est ce que les gens demandent. On veut être divertis, on veut mettre la switch off. N'est-ce pas? Donc, souvent, c'est ce qu'on nous propose. Tu sais, on dit, bien, il n'y a pas de place en région pour de la marginalité ou des œuvres marginales, etc. Parce que, bon, parce qu'il n'y a pas de public pour, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ben, arrête de détruire les mythes un après l'autre. Mais non, c'est là. ça, c'est pas vrai. Moi, je crois, attention à la grande phrase, je crois que la volonté provient de la connaissance. La volonté, donc, de vouloir quelque chose, donc ce que les gens veulent, provient de ce qu'ils connaissent. C'est vrai. Et donc, ceci dit, il faut démocratiser la culture pour que les gens en connaissent de plus en plus et un plus grand éventail. N'est-ce pas? Ben oui. Ben oui. Parce que la culture, au fait, ce n'est pas un luxe. Non. Tu veux savoir mon opinion, Mathieu? Benoît, je m'en peux plus d'attendre de connaître ton opinion. Mon opinion, c'est que la culture Oui. est alimentaire. Oh non. Mais oui. Tu viens de faire un lien Avec le reste thème de l'émission. Oh, wow. Donc, la culture, c'est une alimentation pour le cerveau et ce n'est pas un luxe. Si pour toi, là, manger, c'est un luxe, là, tu serais mort dans pas long. Hein? N'est-ce Oui. pas? Donc, c'est la même chose pour le cerveau. Si on ne prend pas ce temps-là pour s'intéresser à la culture et en manger de la culture, mais le cerveau se ramollit et on devient un idiot. C'est vrai. Bon, voilà. Voilà. Alors, comment démocratiser la culture? Comment amener la culture au peuple? Au peuple, exactement. Au peuple. Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui reste à côté, qui ont les moyens de se payer un spectacle et qui reste à côté d'un centre culturel ou d'une maison de la culture. Il y a des gens aux alentours. C'est vrai. Dont les producteurs, ceux qui travaillent sur des fermes, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Bon, c'est ça. Alors, c'est là que je m'en viens plus spécifique, Mathieu. Oui. Après avoir déblatéré pendant 5 minutes, tu nous dis qu'il y a un mandat à ta chronique. C'est bien. Exactement. Je veux vous parler d'une initiative que je trouve géniale, d'accord? Vas-y. Qui s'appelle les Culture Troc. Les cultures troc. Oui, ben, c'est un peu un nom que j'ai donné. Là. Je sais pas Ouais. si c'est vraiment comme ça que ça se dit, mais bon. Écoutez, c'est très simple. C'est un petit peu le principe des food trucks. Tu connais un peu, Oui, là, ben bon, oui. de la cuisine mobile. Donc, cuisine nomade. On fait quand même de la bonne cuisine. On va voir les gens avec ça, puis on leur vend de la cuisine. Bon. C'est vrai. Ici, c'est de la culture qu'on va amener au public. N'est-ce pas? Avec un troc. Avec un troc. Donc,
Par exemple, j'ai plusieurs exemples à vous nommer. C'est ça la beauté de la chose. Ben, vas-y. Et c'est des exemples qui pourraient très bien s'appliquer ici dans notre région. Pourquoi pas? Hein? Pour faire le tour des régions ou pour même aller dans les écoles ou quoi que ce soit. Bon. Alors, le premier que j'aimerais vous parler, attention, tu vas aimer ce nom de camion-là. Oui, vas-y. Ouais. C'est le camion d'alimentation générale culturelle. Ben, voyons Ben donc. oui. Hey, ça fait un anagramme pas assez intéressant, ça. Mhm. Et ça existe, pour vrai, OK? C'est un camion qui se trouve en France. Vraiment. Donc, il est français et il est culturel à la Exactement. fois. Ce qu'il fait, c'est un artiste, en fait, qui lui dit que... Il dit un petit peu comme moi, en fait. Il dit qu'il offre des choses gastronomiques à son public. Et donc, mais gastronomique, pas en termes de nourriture, mais en termes de culture. Parce qu'il dit la culture relève bien de l'alimentation. Mon Dieu! J'ai eu de la misère. De l'alimentation. Ouais, donc, par exemple, j'ouvre une rumeur du loup et je m'alimente. C'est OK? un exemple. Donc, c'est ce qu'il dit, l'artiste qui a parti ce camion-là. Et ça fonctionne de la façon suivante. On fait plusieurs tournées dans les mêmes régions. OK? Une première tournée, admettons, on a un quatuor à cordes à bord qui débarque, qui donne un spectacle totalement gratuit. Et ensuite, on peut jaser avec les artistes. Donc, on fait aussi de la médiation culturelle. Donc, on met les artistes et le public en lien, ce qui est formidable hein, pour la connaissance et tout ça. Donc, voilà, donc ça se promène. Et la deuxième fois, ça peut être une conférence sur la poésie, par exemple. Donc, vraiment, vraiment très, très bien pour aller proposer la culture aux gens, puis un peu aller leur imposer. Hein. On ne dit pas d'entrer par effraction dans les maisons, Mais non, hein, quand même pas. puis de mettre des tableaux sur les murs. Il y a toujours bien des limites. Ben non, mais il faut quand même qu'il y ait une volonté d'aller voir ça, mais c'est gratuit. Ça s'en va dans leur petit village. Bon, il y a quelque chose qui se passe, donc voilà. Et de ça, il y en a une panoplie de camions comme ça. Au Québec même. Au Québec, on en a. Absolument. Mhm. Au Québec, il y a Ubus Théâtre, que c'est comme un autobus jaune qui est transporté, qui est en fait transformé en théâtre de marionnettes qui sillonne les écoles. L'Avril aussi, de la création. En fait, c'est des résidences de création, Absolument. des résidences Dans le d'artistes. Kamouraska. Dans le Kamouraska, même, ils sont venus. Ça vient de Saint-Hyacinthe, ils sont venus dans le Kamouraska. Donc, toutes sortes de choses comme ça pour vraiment aller occuper le territoire. Et voilà. Si le peuple ne peut pas se rendre à la culture se rendra au peuple. Merci, C'est le Benoît. but. Ça fait plaisir. C'est déjà tout pour cet épisode de La Meute, mais revenez-nous dès la semaine prochaine pour d'autres discussions et des chroniques qui, fort probablement, seront un peu plus précises.